Rémissa Bonadière, bonjour. Bonjour. Merci de participer à la chaîne YouTube d'Alpacity. Alors, on va parler modèle de traitement du langage naturel, ces fameux LLM. On va parler d'IA générative, de prompt et aussi de ChatGPT, bien connu. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Avec plaisir. Donc, Rémi Sabonadière, je suis directeur d'Efixis, une entreprise basée à quelques centaines de mètres d'ici à Prilly, sur le campus Unlimit Trust. Et pour ma part, donc, j'ai étudié Data Science à Londres il y a 10 ans maintenant. Et avant ça, j'ai un parcours de chimiste. Donc, parcours un peu spécial, Ok. mais qui m'a amené à m'intéresser à l'IA il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, tu as fait chimiste et ensuite data C'est ça, scientist. exactement. Ok, Ouais. intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller vers la donnée? J'avais fait ce stage chez Sigpa, donc l'entreprise experte dans les angles de sécurité pour les billets de banque, à l'époque où ils créaient leur Digital Lab. Hmm. Et du coup, je m'étais intéressé très tôt à ces premiers, au début de l'intelligence artificielle et aux applications pour les industries. Et c'est en fait avec eux que je suis parti à Londres étudier plus en profondeur ces sujets. Et ensuite, tu as créé Efixis? Alors, quelques années après, j'ai travaillé à l'EPFL Extension School pour les formations en data science pour les professionnels, parce que je me rendais compte qu'il y avait un vrai manque, un besoin de personnes de se former continuellement. Bien sûr, il faut des experts qui sont experts en data science, mais il faut que chacun puisse aussi comprendre un petit peu pour l'intégrer dans son métier. Donc, j'ai fait plus de 2 ans à l'EPFL et après FXIS. Magnifique. Ouais. Alors, tu es donc spécialiste des modèles du traitement du langage naturel. On appelle ça LLM pour la version anglaise. C'est une technologie qui est principalement utilisée par l'agent conversationnel ChatGPT, qui est bien connu en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette évolution récente des modèles de traitement du langage naturel qui existent depuis une vingtaine d'années, ou du moins que Ouais. les chercheurs sont là-dessus? Exactement, même les années 70 Ah avec oui, ok. IBM et ELISA, le tout début du Natural Language Processing, donc le traitement du langage automatisé. Et c'est dans les années 90 qu'on voit apparaître les premiers modèles de langage, mais c'est vraiment dans les années 2010 que les grands modèles de langage commencent à faire leur apparition, avec deux spécialement. Et dans le milieu des années 2010, il y a Google et des chercheurs qui sortent un paper qui s'appelle Attention is all you need, qui parle du mécanisme d'attention, qui est vraiment une révolution pour les modèles de langage. Fin des années 2010, on a les premiers modèles de langage comme BERT qui sort. Donc ça, c'est des modèles de langage pré-entraînés. Ça veut dire que comme ChatGPT, on peut lui parler de poésie, on peut lui parler de finance. Il est déjà été entraîné sur notre langage humain, donc il n'y a pas besoin de l'entraîner spécifiquement. Et depuis novembre, enfin depuis les années 2020, les GPT, donc Generative Pre-trained Transformers, ont pris le dessus et maintenant on est dans cette nouvelle ère, l'ère ChatGPT. Comment tu expliques ce boom en novembre 2022, si je me C'est souviens ça. bien? C'est l'accessibilité de ces modèles de langage. Beaucoup dans la communauté de l'IA, on voyait la puissance de ces modèles, mais il fallait être capable de les maîtriser, de les installer, de les faire tourner sur des modèles. Ce n'était pas du tout accessible. Et Hmm. c'est vrai là, ce que OpenAI a fait avec DALI, juste avant ChatGPT, les générations d'images, DALI 2. Il suffisait de se connecter et de rentrer une description pour générer une image, de rentrer un texte pour avoir avec ChatGPT. Donc, c'est l'accessibilité et ce paradoxe entre une technologie extrêmement compliquée et en même temps une facilité d'utilisation qu'on n'a encore jamais vue. Alors, quand on parle de LLM, on parle principalement d'IA générative, parce que ça génère tout type de contenu. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi on la différencie finalement de l'IA peut-être plus classique, comme du machine learning, du deep learning? Exact, c'est une très bonne question. Alors, si on veut un peu mettre les terminologies, les Voilà. termes, donc IA, intelligence artificielle, globalement, ça veut rien dire. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est de reproduire une intelligence humaine programmatiquement. Donc, ça veut un peu beaucoup de choses peuvent être décrites pareil. Après, il y a, comme tu l'as dit, le machine learning. Donc là, on va apprendre à partir de données et la machine va être capable de faire des prédictions, des classifications. Après, il y a le deep learning, l'apprentissage profond. Donc là, c'est les réseaux neuronaux. C'est une technique qui s'apparente à comment notre cerveau réfléchit. Et l'IA générative, c'est encore une sous-technique du deep learning et qui, comme tu l'as dit, permet de générer du texte ou de générer des photos complètement originales par la machine. Donc c'est vraiment une nouvelle famille de cette intelligence artificielle, qui est un grand terme, mais c'est une famille d'algorithmes.
Alors on entend que l'IA générative est une révolution équivalente, voire plus à celle d'Internet. Pourquoi selon toi? C'est une bonne question. Euh, ce qui a été fait ces dernières années avec les modèles de langage, c'est qu'ils sont vraiment capables de comprendre le langage humain. Et on se rend aussi compte que le langage est à la base d'énormément de choses qu'on fait. C'est-à-dire que quand on veut décrire à un freelance comment faire une photo ou une vidéo, ben on le décrit en langage naturel. Quand on veut communiquer, quand on écrit un email, c'est du langage naturel. Quand on veut faire énormément de choses, en fait, c'est le langage naturel, c'est la communication qui est là. Donc le fait que ces modèles le fassent parfaitement, on se rend compte qu'ils peuvent donc intervenir à tous les niveaux, création d'images, de vidéos, recherche et développement, journaliste. Il y a très peu de fonctions qui ne vont pas être touchées parce que c'est, quel que soit notre job, il y a forcément une partie où il y a exprimer, écrire ou décrire ce qu'on veut dans notre quotidien. Ouais, donc ça touche énormément de gens, d'activités, de métiers. Au même titre qu'Internet l'a fait, le journalisme a changé avec Internet, le commerce de vin a changé avec Internet. Quasiment beaucoup de travail et de professions ont été touchées par Internet et il est raisonnable d'assumer que ça va être la même chose avec ces modèles-là. Alors, il y a beaucoup de choses autour de l'IA générative, on en parlait tout à l'heure, c'est difficile de suivre. Est-ce que tu arriverais à nous mapper un peu l'écosystème de cette IA générative, comment ça fonctionne, qui sont les gros acteurs et comment on connecte ça finalement au monde, au digital de manière générale? Je peux essayer, Ouais. mais c'est pas facile. Alors, il faut bien se dire qu'en bas de la pyramide, il y a les providers, les constructeurs de modèles de langage large. Et pour ça, il faut énormément d'argent, parce que pour construire un LLM, il faut énormément de données, énormément de puissance de calcul. Et pour te donner une idée, l'entraînement d'un modèle de langage comme celui sous ChatGPT, rien qu'en électricité, coûte 5 millions de dollars. Donc on ne parle même pas des serveurs, etc. C'est des coûts énormes et une expertise quand même très forte qu'il faut avoir, même si beaucoup de la science est ouverte. Tu parles par jour, 5 millions de dollars? Disons pour entraîner le modèle, c'est-à-dire qu'il va tourner après, il va s'entraîner sur plusieurs temps, mais ça coûte extrêmement cher que d'entraîner ces modèles. Il faut quand même une expertise très pointue aussi, même si beaucoup de la science est ouverte. Donc il y a les quelques entreprises capables de faire ça. Donc là, on va parler de OpenAI et Microsoft d'un côté, on va parler de Google, on va parler de Amazon, donc bien sûr ces géants du numérique, et quelques startups très fortement financés ou de groupes de recherche, mais où il faut beaucoup d'argent pour commencer. Donc eux fournissent ces modèles de langage. Et après, il y a une panoplie d'entreprises qui vont intégrer ces modèles de langage dans leurs services. On peut penser à Salesforce, donc un CRM où on peut vraiment interagir avec ses clients ou avoir l'IA générative, proposer des mails. On peut penser à des sites d'Internet qui permettent de générer des sites Internet. On peut penser à ChatGPT, donc qui est une application qui utilise un de ces modèles de langage. Donc après, il y a une constellation de modèles d'applications qui vont utiliser ces modèles de langage. Mais la plupart utilisent les mêmes, c'est-à-dire soit GPT 3.5 ou GPT 4 d'OpenAI, ou Palm ou Llama de Meta, mais toutes les applications que vous voyez online utilisent un univers de à peu près 10 modèles de langage maximum. Et tu parlais donc, il y a les LLM, il y a ceux qui développent des produits sur cette base-là. Typiquement, Microsoft propose Copilot, si on peut un peu traduire. Et puis, il y a toute cette partie d'applicatif que vous faites aussi chez Efixis. Donc, c'est un petit peu comment on applique ça dans les PME. Absolument. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ChatGPT, voilà, c'est une application du modèle de langage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le modèle de langage en dessous qui tourne quand on pose une question, mais on peut directement jouer avec le modèle de langage. C'est-à-dire qu'une PME peut avoir accès via Microsoft, et ça ne coûte vraiment pas cher, au même titre que des serveurs, peut avoir accès au modèle de langage pour faire son propre ChatGPT. Donc Alpacity peut faire son Alpacity GPT, parce qu'on peut vraiment, chacun peut prendre le modèle sous-jacent de ChatGPT et globalement le construire à sa manière. Donc ça permet aux entreprises de toute taille de se réinventer, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ces modèles sont pré-entraînés. Donc avant, il n'y avait que les grandes entreprises qui pouvaient entraîner leurs propres algorithmes d'intelligence artificielle, avoir des data scientists, etc. Là, ça remet un peu tout le monde au même niveau, parce que ces modèles-là sont les plus puissants qu'on puisse imaginer, et ils sont accessibles avec une carte de crédit pour créer des applications. Donc ça permet aussi à des PME
de construire des services d'intelligence artificielle au même titre que peuvent le faire des multinationales. Est-ce que les PME peuvent utiliser leurs propres données à l'intérieur de ces modèles? Alors oui, alors ça évolue extrêmement vite. Ce que Microsoft, par exemple, d'autres le font, mais Microsoft donne vraiment accès à ces modèles de langage via son écosystème d'Azure. Donc ça veut dire que ça va respecter à peu près les mêmes Mmh. politiques de confidentialité que quand on met des données sur SharePoint, par exemple. Ce qu'il ne faut juste pas faire, c'est le faire via ChatGPT. ChatGPT, c'est OpenAI, mais Microsoft donne aussi une version professionnelle, un accès professionnel à ces modèles de langage, où il s'assure que les données ne sont pas partagées, qu'ils ne réutilisent pas vos données pour entraîner les modèles, etc., etc. Donc ça se démocratise, ça se professionnalise maintenant. Donc oui, les entreprises peuvent utiliser les données. Après, ça reste Microsoft, il y aura accès. Donc ce qu'on voit, c'est des entreprises qui mettent des données semi-confidentielles dedans, bien sûr pas secret d'État ou ultra confidentielles, mais des entreprises utilisent leurs données financières, leurs données internes, leurs brevets, etc. Il faut juste que partez du principe que si les données sont déjà sur le cloud, déjà sur Outlook, déjà sur SharePoint, techniquement, vous pouvez considérer, vous pouvez aussi leur donner accès à des modèles de langage également. Alors finalement, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui, des grands acteurs, on va dire, qui offrent des services qu'on peut installer de manière plus ou moins accessible ou Oui. facilement. J'ai aussi fait quelques recherches sur qu'est-ce qui se passe aussi en Europe. Est-ce qu'il y a des LLM qui sont plus ou moins en open source, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis il y a ce fameux LLM Bloom qui est entraîné ou créé par un peu plus de 1000 chercheurs du monde entier. Ce groupe s'appelle Big Science. Est-ce que tu as entendu parler de ce projet? Est-ce que c'est un LLM qu'on peut déjà utiliser ou c'est plutôt, ça reste dans le milieu de la recherche? Non, non, alors Bloom, c'est un très bon large language model qui est une bonne taille, parce que voilà, les large language model, on parle de milliards de paramètres, et c'est un peu l'unité de mesure comme les chevaux pour une voiture, Ok. entre guillemets. Et Bloom est un très bon, modèle de langage. Il y en a d'autres des open source, hein. Même Meta, le groupe Facebook, donne beaucoup de ces modèles en open source, contrairement aux autres géants de la tech. Mais par contre, après, c'est toujours l'accessibilité. C'est-à-dire que Bloom est accessible open source, mais c'est-à-dire qu'une entreprise doit avoir des ingénieurs qui vont l'installer, qui vont le comprendre, qui vont le paramétrer, etc. Donc, c'est un modèle très puissant, mais finalement accessible à un groupe limité de personnes, pas parce qu'il est payant ou quoi que ce soit, mais parce qu'il faut le comprendre et Mhm. l'installer, etc. Là où Microsoft et OpenAI et Google sont très forts, c'est qu'ils nous donnent une adresse URL, on va dessus, on tape et c'est bon. Et c'est toujours cette accessibilité, comme l'iPhone a été une révolution parce qu'il était facile d'utilisation. Il faut toujours penser accessibilité, comment la personne peut utiliser, et pas que les chercheurs, pas que les puristes de l'intelligence artificielle, mais les personnes qu'on a besoin au quotidien et qui n'ont pas envie d'aller faire un PhD au MIT pour pouvoir installer des modèles de langage. Est-ce que tu penses qu'il faut un petit peu lutter justement contre cette facilité que nous offrent, on va les appeler les GAFAM, avec une vision un peu plus long terme, et justement avoir aussi des personnes formées, des profils, comme tu dis, du MIT qui viennent travailler dans les PME suisses? Alors, est-ce qu'il y a besoin, la lutte, entre guillemets, est-ce que la souveraineté technologique dans les LLM, elle est déjà perdue pour Mhm. l'Europe? Ce sera les Américains, a priori, qui vont gagner, enfin, qui ont gagné, à moins de surprise. Mais il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un background technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre, comme pour être un très bon pilote, il n'y a pas besoin de comprendre comment un moteur thermique marche, etc. Par contre, il faut des gens formés à savoir utiliser l'IA, à savoir l'apprendre comme à régler des problèmes du business avec l'IA, à savoir bien sûr ses limitations, les opportunités, les problèmes de sécurité, mais il n'y a pas besoin d'être un geek, il n'y a pas besoin d'être très technique pour tout ça. Il faut repenser ce qu'on appelle le computational thinking. Il faut juste apprendre à réfléchir avec l'IA. C'est-à-dire comme on peut réfléchir avec le digital, réfléchir avec Internet, des nouveaux services, et des nouveaux produits ou des nouvelles organisations. Il faut tout simplement, entre guillemets, être capable de réfléchir avec l'IA, mais il n'y a pas besoin de comprendre comment marche un réseau neuronal pour ça, pas du tout. Comme Steve Jobs ne comprenait sûrement pas comment marchaient les écrans liquides de l'iPhone à cristaux, mais il a été capable de comprendre comment les gens allaient utiliser des téléphones, et il en va de même pour l'IA. Mais c'est académiquement, il faut peut-être
1 ou 2 semaines de formation pour voilà, comprendre l'écosystème, les tenants aboutissants et surtout réfléchir à comment l'utiliser dans une PME. Alors tu dis qu'on a perdu finalement la course contre les Américains. J'ai trouvé quelques chiffres des investissements dans l'IA entre 2013 et 2022. Donc aux États-Unis, ça représente 248 milliards de dollars à peu près, en Chine 95 milliards, et puis en France 7 milliards et en Allemagne 6,6 milliards. Donc effectivement, tu le disais au début de cet entretien, qu'il fallait beaucoup de moyens pour faire tourner ces technologies. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on pourrait imaginer avoir des LLM assez puissants en Europe et en Suisse dans cette idée de faire mieux avec moins? C'est possible, la guerre n'est pas totalement perdue. Par contre, il y a une question de d'état d'esprit. Ouais. Pourquoi OpenAI a réussi? Parce qu'ils se sont dit on va le faire. Et on a mis beaucoup d'argent, on va noter pour les problèmes d'éthique, Microsoft qui avait déjà tenté, il y avait eu les problèmes d'un bot qui était devenu antisémite et raciste sur Twitter. Et OpenAI, ils ont tenté, ils ont pris le risque. Mais ça, c'est une culture qu'on n'a vraiment pas en Europe, parce qu'on aurait les moyens financiers, intellectuels de faire OpenAI européen, d'avoir un Europe GPT, d'avoir un Swiss GPT. On parle de beaucoup de moyens, mais on n'a pas besoin non plus de centaines de milliards. Il faut des centaines de millions pour construire un large language model, mais par contre, il ne faut pas s'asseoir pendant 3 ans pour décider ce qu'on va faire. Il faut le faire. Et maintenant, OpenAI sont les plus en mesure de rendre les LLM éthiques parce qu'ils ont beaucoup de données sur leur utilisation, sur ce qui va bien et ce qui va mal. Ce qu'il ne faut juste pas, c'est qu'en Europe, on ne soit pas à la table des grands parce qu'on n'a eu qu'une vision théorique, etc., du business que ça va être, des LLM. Et pour ça, pour être à la table des grands, il faut avoir des succès commerciaux, pour être capable d'influencer les discussions. Et pour l'instant, il y a quelques super startups, hein, bien sûr, mais il ne faut pas faire non plus cocorico quand on a une startup qui lève 100 millions alors que OpenAI vient de lever 10 milliards littéralement, donc littéralement 100 fois plus. Ça va être une vraie guerre technologique et une question de souveraineté qui est extrêmement importante. Par contre, sur des modèles spécialisés, là, il y a beaucoup de champs libres encore. Donc faire un LLM pour le médical, faire un LLM pour le droit suisse, pour des choses très spécifiques. Ça, c'est des sujets où même chez Fixis, on est en train de regarder ça de près. Et ben justement, magnifique transition. Et Fixis est spécialisé donc dans cette implémentation de LLM dans tout type d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec plaisir, pour longtemps même s'il faut. Donc Fixis, on est une vingtaine d'ingénieurs environ. On était spécialisés dans ce traitement du langage avant le tsunami de ChatGPT, donc c'est vrai que depuis beaucoup de traction. Et on va aider des entreprises de toute taille, donc ça va être des entreprises publiques, médicales ou judiciaires ou des choses comme ça, à implémenter ces modèles de langage, sachant que si on parle dans le médical, si on parle dans le juridique ou si on parle dans la défense, effectivement, il y a tellement de problèmes, il y a des vrais soucis de confidentialité, de protection et de sécurité, que là, on ne peut pas tout simplement prendre les modèles de Microsoft et les utiliser. Donc, on peut faire des choses très sur mesure et propres et réentraîner des modèles et ce qu'on appelle distiller des modèles, c'est-à-dire faire des modèles spécifiques, par exemple, à un type de médecine, à un type de droit ou un type de document. Donc ça va être nos projets super avancés qui nous forcent à toujours à rester en haut de la vague, ce qui est très difficile, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et après, ça va être aussi accompagner des entreprises par contre moins de soucis de confidentialité ou des PME ou voilà, qui sont un peu moins régulées que celles de la finance ou de la santé, et à implémenter les technologies de Microsoft ça va aller pour faire des chatbots pour leurs clients, ça va créer des newsletters personnalisés pour les employés. Enfin, il y a des entreprises qui ont 10 000 employés où tout le monde reçoit la même newsletter. Par exemple, on peut utiliser ces technologies pour que chaque employé, en fonction de ses intérêts, de son poste, de son job, reçoive une newsletter personnalisée. Ça peut être des exemples, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne peux pas passer dessus un par un, mais ça va aller de projets très avancés sur comment des entreprises ou des organisations peuvent avoir de la souveraineté sur ces technologies pour voir à 10 ans, 20 ans, ou comment utiliser des entreprises qui vont l'utiliser, comment on utilise Excel. Voilà, ils n'ont pas besoin de réinventer Excel, hein. Parfois il ne faut pas réinventer la roue quand il n'y a pas besoin, et à implémenter ces technologies pour la majeure partie du temps, c'est pour augmenter la productivité. On peut penser à une banque privée ou
On va brancher le large language model aux données de la bourse, au profil du client, à son portfolio, et comme ça, le client peut demander quelles sont les performances ces 6 derniers mois aux États-Unis de mes actions, etc. Et ça permet au banquier en fait, de poser aussi ces questions et de pouvoir mieux renseigner son client. C'est-à-dire que le client n'a pas directement accès à ça, mais le banquier peut avoir accès à ce modèle qui va en fait accélérer grandement la vitesse à laquelle le banquier a l'information et va pouvoir suggérer des façons de communiquer avec son client en fonction aussi des connaissances du client. Donc ça veut dire que les entreprises, aujourd'hui, on pourrait imaginer que l'ensemble des données non structurées d'une entreprise peuvent être traitées par des LLM et qu'ensuite chaque employé ou dirigeant d'entreprise peut avoir accès à ces données. Euh, Qu'est-ce que ça change? Et dans la projection, on en est où? Est-ce que c'est aujourd'hui réellement possible? On est vraiment tout près. La gestion de la connaissance d'une entreprise, c'est le plus gros cas d'étude qu'on a. Parce que dans une entreprise, prenons une entreprise de 1000 personnes, le nombre de rapports qui sont perdus quelque part dans un SharePoint, dans une bibliothèque, ou des données, des Excel, énormément. C'est-à-dire que l'entreprise paye des collaborateurs pour créer de la connaissance, et quand ces collaborateurs partent, souvent 90% part avec eux. Et ce qui est très utile, c'est si on fait ces modèles de langage, on les branche aux données financières, aux données rapports faits, aux brevets, aux images, aux banques d'images de l'entreprise, etc. On peut vraiment créer un bot, donc le Internal GPT, l'entreprise GPT, où quand les personnes ont des questions, est-ce que c'est quoi les dernières nouvelles sur notre environnement compétitif, ou est-ce qu'on a un rapport qui parle de ça, ou qui dans l'entreprise fait ça, etc. On a vraiment un Jarvis, pour ceux qui ont vu Iron Man, on a vraiment un Jarvis qui va nous renseigner, qui va nous permettre de vraiment bénéficier du savoir de l'entreprise et en plus de le tenir à jour. Donc comme ça, l'entreprise a sa propre connaissance et nous, on vient pour l'enrichir et pour l'utiliser. Comment vous faites pour identifier les fournisseurs, les prestataires, les modèles de langage avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a 50 applications qui apparaissent tous les jours dans les flux d'actualité d'IA. On y passe beaucoup de temps. Ouais. Voilà, on est une vingtaine d'employés. Je dirais qu'en équivalent, il y en a 3 qui font de la veille en permanence. Donc, ce qui représente 15% de notre capacité. Mais c'est extrêmement important parce que ce qu'on voit aussi, c'est certains providers qui peuvent prendre une technologie et aller les yeux fermés dedans. Il y a quand même besoin de recul. Il y a quand même besoin aussi, en regardant ce qui se passe depuis un an, ça nous permet aussi peut-être de voir un peu où ça va aller. Alors, à 6 mois, un an, hein, sinon c'est de la science-fiction. Mais c'est extrêmement important dans des nouvelles technologies comme ça, de bien sûr essayer, tester, mais aussi prendre un peu de recul et de voir ce qui se passe. Et ça nous permet aussi tout simplement de mieux conseiller nos clients, de ne pas faire réinventer la roue avec un développement IT, alors qu'il y a peut-être une application qui le fait déjà. C'est toujours deux choses qui nous permettent de mieux conseiller nos clients. Donc c'est extrêmement important, mais c'est vrai que ça nous prend du temps depuis un an. Mais on espère que ça va un peu se tasser, mais je ne suis pas sûr. Comment ça se passe concrètement? Si tu avais un exemple d'un projet que vous avez mené de A à Z, c'est-à-dire toutes ces discussions, il y a un aspect de sensibilisation, d'expliquer, de vulgarisation peut-être, puis ensuite, quel est le voyage que vous faites avec vos clients? Alors, ce qui est génial avec ces modèles de langage, c'est qu'avant un projet d'IA traditionnel, ça prenait 2 ans, ça coûtait très cher, parce qu'il fallait avoir des gens extrêmement qualifiés. Il y avait une chance sur 2 qu'on arrive au bout, parce que peut-être qu'il n'y avait pas le pouvoir prédictif dans les données. C'était vraiment... Alors, il y avait beaucoup de potentielle valeur ajoutée, mais les barrières d'entrée étaient quand même très hautes. Ce qui est bien là, c'est que les modèles, ils sont déjà là. C'est une bibliothèque de plusieurs modèles, on prend celui qu'on veut et on l'appelle. Donc, ça permet de tester aussi très vite les choses. Donc, ce qu'on fait en général avec les clients, il y a aussi 2 types. Il y a ceux qui nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire et ceux qui ont décidé en tête. Mais globalement, une fois qu'on a identifié une idée lors d'un atelier, souvent on fait beaucoup d'ateliers, puis alors on trouve que cette idée est une bonne. Après, en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, on peut revenir vers ce client avec un prototype. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas à connecter tout. On peut prendre un dataset ou un jeu de données disons, par exemple, les brevets internes, on n'en prend que 20, pas les 12 800, on n'en prend que 20, puis on va construire le prototype très vite, et ça permet à la personne d'avoir quelque chose avec laquelle jouer, avec laquelle voir c'est ce que ça me va pas, et je le veux comme ci, comme ça, et comme ça, nous, après, ça nous donne un cahier des charges complet,
pour faire le vrai déploiement. Parce qu'en fait, jusque-là, vu que c'était aussi compliqué de prototyper, bah, la probabilité que le client et nous, on n'ait pas la même chose en tête, parce que tout était dessiné papier ou très Mmh. compliqué, très virtuel, était haute, alors que là, vraiment, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on peut avoir l'outil de brevet GPT, bah, par exemple, qui permet voilà, d'interroger des brevets, de détecter des failles dans les brevets des concurrents, ce genre de choses. Et on peut mettre ça dans les mains du client et il joue avec 2 3 semaines. On nous revient avec il nous faut ci, ci, ça, et revenir avec du coup le cahier des charges exact où on est quasiment sûr que c'est ce que le client veut à la fin de la journée. OK. Donc très C'est itératif, rapide, ouais. rapide et surtout itératif. C'est-à-dire que on donne souvent cette analogie du pont, c'est-à-dire qu'on demande à un ingénieur de construire un pont, que l'ingénieur nous dit le pont il est à moitié fait, qu'on vient voir et qu'il n'y a pas de pont, on va dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de très vite avoir des choses tangibles, même si elles ne sont pas finies, même si elles ne sont pas jolies, même si elles sont incomplètes. C'est très important qu'il y ait une base tangible Mmh. pour que les deux interlocuteurs on parle de la même chose. Et ça, c'est pour ça qu'on entend tous ces termes de POC, Mmh. MVP, etc. C'est s'assurer qu'on parle de la même chose et qu'on joue avec le même chose et qu'on puisse travailler dessus. Alors vous avez, un projet très, très intéressant, je trouve, au sein des Fixis. Vous avez, lancé, une académie que vous appelez, Prompt University. Vous avez lancé une université, Modestement. modestement, exactement. Je voulais te demander dans quel but et quelles étaient les formations les plus demandées? Alors, dans le but où quand on a commencé à travailler sur ces modèles de langage, on est parti comme des bons ingénieurs sur les projets les plus compliqués, sur les propriétés de privacy, sur les intégrations, implémentations. Puis à force de temps, on s'est rendu compte que on estime pour les entreprises qui ne sont pas de high-tech, hein, donc l'entreprise pharma, finance, toutes ces entreprises-là, que 70 à 80% des gains qu'ils pouvaient tirer de ces IA génératives, c'était en fait à former les collaborateurs à les utiliser pour des tâches simples. Relire un email, organiser une conférence, faire les minutes d'un meeting, synthétiser un document. Alors ça paraît pas rocket science, mais 10 minutes, 15 minutes gagnées chaque heure, compoundées à des milliers d'employés, des centaines d'employés, en fait, c'est des gains de productivité monstrueux et qui sont à portée de main. C'est-à-dire que les chats GPT sont là. Alors certains attendent d'avoir leur version interne, etc. Mais on parle de mois. On a plusieurs clients qui les ont déjà. Donc ils peuvent les utiliser de manière safe. Par contre, il faut former les gens à les utiliser et de manière safe et bien. Parce que oui, c'est très facile, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste dire à ChatGPT, fais-moi ça. On donne souvent cette analogie du stagiaire, où un stagiaire, il faut lui donner des instructions claires, avec du contexte, il faut préciser si on veut quel format, est-ce qu'on veut un PowerPoint, des bullet points, une Mmh. page, 2 pages, et surtout on relit toujours ce qu'a fait le stagiaire avant de le forward au big boss. Ça, c'est un peu cette analogie qu'on utilise souvent. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment la formation des utilisateurs à utiliser ces IA génératives. On va parler de 2, 4, 8 heures au total, mais au moins de montrer des exemples, de montrer les bonnes pratiques. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt, Mmh. d'où le Prompt University. C'est comment bien utiliser ChatGPT ou d'autres outils similaires. On pense que l'ingénierie de prompt va être autant une obligation qu'il y a 10 ans, c'était de savoir utiliser Excel, Word, PowerPoint. Bah, tu as mentionné Copilot. Demain, on dira fais-moi une présentation PowerPoint de 10 pages qui fait ci, ça, 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 ça. Donc il n'y aura plus besoin de savoir faire du PowerPoint. Par contre, il y aura besoin de savoir comment demander à une IA de nous générer un PowerPoint, de nous générer une image, de nous générer un Excel. D'où l'importance de savoir prompter, Mhm. nouveau mot, nouveau vocabulaire Nouveau dans le vocabulaire. monde du digital. Je me posais la question sur ce prompt. Alors effectivement, il y a plein de petites choses à savoir. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur qu'on ait une IA qui nous connaisse tellement bien qu'en fait on utilise nos propres mots pour arriver au résultat qu'on souhaite? Ou est-ce que ça, en fait, c'est très imaginaire ou irréaliste? Et aujourd'hui, on doit vraiment savoir prompter jusqu'à donner des indications très, très précises de ce qu'on veut. C'est une bonne question. Difficile à dire comment la technologie va évoluer, sachant qu'il y a un an, on s'est tous fait prendre de cours. Mhm. Mais pour le moment, non. Pour le moment, ces technologies génèrent très bien du texte ou du code ou des images, mais de manière très convaincante. Et elles sont faites pour générer la réponse la plus probable. Sauf que la réponse la plus probable n'est pas toujours la bonne pour nous, et elles vont jamais lire dans notre esprit.
Alors là, on peut parler de Neuralink, Elon Musk, etc. Mais il faudra toujours savoir décrire ce qu'on veut si on veut un bon résultat. Donc à ce titre-là, on ne voit pas comment c'est possible. Alors peut-être que au bout d'un certain moment, ils sauront que tu aimes bien le rouge et pas le bleu, donc tu n'auras peut-être plus besoin de préciser que tu préfères du rouge ou du bleu que du bleu pour générer des images. Mais a priori, si on utilise ça dans des contextes complexes, générer un plan d'architecture, générer des applications de code compliquées, il faudra toujours avoir l'expertise pour décrire ce qu'on veut, le décrire de manière la plus précise possible, et ça, on ne voit pas ça évoluer. Mais par contre, j'ai 10 façons d'expliquer ce que j'ai en tête pour une image. Il y a des façons qui sont mieux de le faire pour que l'IA le comprenne bien et fasse ce que je veux. Et c'est ça l'ingénierie de prompt. C'est probablement moins compliqué qu'Excel, que d'apprendre à bien utiliser Excel. Après, comme Excel, il y a savoir faire juste une table et puis faire du VBA. Dans le prompt engineering, c'est pareil. Il y a du prompt engineering très compliqué. Mais sur ce que tout le monde a besoin de savoir pour une utilisation professionnelle, c'est oui, 4 à 8 heures de formation, mais qui vont avoir un impact énorme sur l'utilisation. Est-ce que les LLM réagissent mieux à la langue anglaise ou est-ce qu'en français, ils sont aussi bons? Alors la réponse est oui aux deux. Ouais. Alors oui, si on parle de OpenAI, donc GPT-4 est mieux en anglais parce qu'il a été entraîné sur un corpus de documents, le web, qui est à majorité anglaise. Donc il a vu plus de textes anglais. Donc à ce titre-là, il va être capable de mieux comprendre le langage anglais, mais le fait très bien en français, le fait très bien en allemand, en chinois, en arabe, en russe. Globalement, ça marche assez bien dans tous les langages. Je suis sûr qu'un langage perdu de l'Amazonie il y a 3000 ans, probablement moins bien, mais on peut lui dire notre consigne en anglais et lui dire de nous répondre en français, par exemple. Là, on est sûr qu'il comprendra bien. Mais l'émergence de nouveaux modèles francophones peut arriver, mais a priori, oui, c'est meilleur en anglais, mais ça marche aussi dans d'autres langues. Tu l'utilises en anglais, toi, principalement? Ou ça varie? Les deux. Ouais. Les deux, honnêtement, les deux. J'écris un email en français, je l'utilise en... Ouais. Après, qu'est-ce que je lui donne les instructions? Donc, je vais peut-être souvent lui donner les instructions en anglais et lui demander de me générer en français. Mais honnêtement, aussi en français. C'est peut-être une langue, l'anglais, qui est plus directe. Peut-être que c'est plus facile de prompter. Un peu plus ou pas simple forcément? aussi. Le langage français est très très riche, Ouais. avec beaucoup d'exceptions, mais la vraie différence, c'est que sur les milliards de documents qu'il a vus lors de son entraînement, 50% étaient en anglais, donc va avoir toutes les nuances du langage anglais, alors peut-être pas toutes les nuances du langage français, mais a priori, c'est pas une énorme différence. J'ai testé pas mal de logiciels existants aujourd'hui qui intègrent maintenant de l'IA générative pour t'aider, en fait, simplement. Il y a Adobe avec Firefly, il y a Wix, le générateur de sites web, il y a aussi Notion. C'est pas mal ce qu'ils font. Et puis, bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, hein, mais GitHub, Copilot, X. Comment tu vois l'avenir du logiciel? Et là, je pense plutôt aux logiciels qui sont par exemple produits en Suisse, des logiciels suisses, par rapport à cette IA générative. Est-ce que tu penses que tous les logiciels vont aujourd'hui intégrer ces outils pour les utilisateurs? Je leur recommande fortement, c'est sûr. Mais l'impact sur le logiciel est énorme parce qu'on parlait du langage. Les modèles de langage sont extrêmement bons en programmation parce que c'est un langage simple, entre guillemets, c'est quelque chose de purement logique. Donc GPT-4 est bien meilleur que moi en programmation, il parle 40 langages de programmation. Donc il va y avoir l'intégrer pour déjà l'expérience utilisateur va changer. C'est-à-dire que maintenant, avant, on avait un dashboard pour notre interface bancaire. Demain, on aura un prompt, on posera des questions sur nos comptes en banque. Donc ça va changer l'interface utilisateur, la user experience, mais à tous les niveaux. Ça va être, j'arrive sur le site de Alpicity. Alors oui, il y a toujours l'interface qui a changé, mais demain, avec un grand D, à toi de me dire, il y aura un prompt où je pourrais demander, OK, c'est quoi l'avis d'Alpicity là-dessus? Où est-ce que je peux trouver ça? Résume-moi les conférences d'Alpicity et ce super podcast qu'on fait en 2 lignes, etc. Donc, ça va être intégré beaucoup à ce que voit l'utilisateur, ça c'est sûr. Et aussi sur le développement de logiciels pour relire du code. C'est exceptionnel, nous on l'utilise systématiquement, c'est-à-dire qu'on a enseigné à GPT-4 quels sont nos standards de qualité, nos façons de faire, et dès qu'on produit du code, ça passe dans cette machine,
si ce n'est pas confidentiel, bien sûr. Et comme ça nous assure que c'est systématiquement fait. Où j'ai un de mes associés qui ne code pas un langage de programmation, pardon, mais qui a développé une app dans ce langage de programmation. C'est-à-dire qu'il a juste décrit le code, il comprend comment le code marche, et on l'a fait dans un autre langage, puis il a dit maintenant, passe-moi ça dans un autre langage. Et ça l'a fait. Donc, dans le logiciel, c'est absolument infini les applications, mais beaucoup de changements dans le user experience. Donc, comment on interagit maintenant avec les logiciels, ça va être de plus en plus du prompt. Et aussi sur la façon de construire ces logiciels, ils codent extrêmement bien. Donc, on peut même potentiellement repenser à est-ce que c'est nécessaire d'offshorer de l'exécution de code dans des pays comme l'Inde ou l'Europe de l'Est. On pense que de moins en moins. Par contre, ça va être important d'avoir des super bons ingénieurs qui sont capables de designer, réfléchir les architectures et les softwares. Et du coup, là, la Suisse a un vrai rôle à jouer. La Suisse a des extrêmement bons talents, ça fait aussi assez cher. Mais du coup, l'aspect maintenant, avoir 250 personnes, 1000 personnes dans un autre pays pour implémenter le code, va moins devenir un avantage compétitif. Parce que l'implémentation, la génération du code, elle sera faite par ces IA. Est-ce que tu as déjà estimé au sein de ton équipe quel gain vous faites avec tous ces outils d'IA? Alors oui, non, on l'a fait. Alors nous, on a été un peu extrême et très très fort à utiliser, enfin on y allait très fort plutôt à utiliser là-dessus. Donc c'est vrai que chez nous, tout le monde a GPT-4+, c'est obligatoire de l'utiliser aussi souvent que possible. Et en fonction du département, on va être entre 20 à 200% de gain de productivité. C'est-à-dire que là, on va peut-être gagner moins de productivité, c'est commander le café ou voilà, les petites choses bureautiques, mais sur le marketing, la génération de contenu, maintenant on a Frank University IFX6, donc on a le double de contenu à produire, mais on n'a pas doublé l'équipe, donc ça nous permet de générer plus de contenu. On a réduit nos dépenses de génération d'images, de génération de vidéos, donc on a gagné beaucoup en productivité là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on dépense plus, mais c'est-à-dire que pour la même dépense, on va générer beaucoup plus, énormément en code, ça c'est clair. Et pour nous, plutôt côté management, business development, répondre à des requests for purchase, à des tenders, à des appels d'offres, pardon. Relire mes mails, je fais beaucoup de fautes d'orthographe comme personne, j'en fais plus. Donc ça m'aide beaucoup. Mais il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui fait assez office de référence de Harvard et de Boston Consulting Group, qui ont testé sur 1 millier de consultants, un peu moins, 800, quel était l'impact. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gain de productivité en moyenne de 20%. Donc ça veut dire que quelqu'un qui travaille 8 heures va faire l'équivalent de 9 heures. Mais surtout, c'est le gain de qualité qui a augmenté de 40%. Oh, wow. Et c'est le gros finding que beaucoup de gens n'avaient pas en tête. C'est si on utilise bien ces choses-là, soit pour nous relire, soit pour nous donner des idées, soit pour aller chercher plus loin, en fait, on va produire des choses qui sont de meilleure qualité. Pareil, si on prend un graphiste, en 10 heures, avec ces outils, va faire bien mieux que sans ces outils. Alors que jusque-là, on voulait comparer ce que l'IA fait en 1 heure versus ce qu'un graphiste fait en 10 heures, et d'avoir ce débat-là. Alors que non, le vrai débat, c'est qu'est-ce que les deux, avec et sans, font en 10 heures de travail. Et là, la qualité est bien sûr bien plus haute avec quelqu'un qui est aidé par une IA, que ce soit un graphiste, un consultant, un développeur, un analyste, tout ça. Et le gain de qualité est plus haut que le gain de productivité. Je ne sais pas si tu as vu le film Her. Oui. Il est sorti il y a une dizaine d'années. Je suis allée voir la date parce qu'en fait, tout ce que tu me décris, ça me fait penser un petit peu à ça. Est-ce que tu crois qu'on arrive dans un monde d'interaction si facile avec la machine? Probablement. Encore une fois, c'est un outil de communication, c'est un outil qui comprend le langage humain. Alors après, les défis sociétaux et éthiques sont monumentaux, ça c'est clair. Alors après, est-ce qu'elles seront évolutives aussi rapidement que dans le film? A priori, non. En tout cas, pour l'instant, la technologie ne va pas là. Mais je crois que ChatGPT, tu peux déjà l'utiliser en vocal. Je trouve que je ne l'ai jamais fait. Je l'essaie de ne pas l'avoir sur mon téléphone parce que je passe déjà assez de temps dessus sur mon ordinateur. Mais il y a déjà du moment qu'une machine comprend le langage, c'est limité. Que le langage, on le donne comme ça ou par écrit. Enfin, tout ça, c'est des façons de le communiquer. Mais il est fort possible qu'on arrive là. Après, est-ce qu'on doit y arriver? C'est un autre débat. Mais que technologiquement ce soit possible, c'est fort probable. Ouais.
Alors justement, je voulais terminer avec une phrase de Yuval Noah Harari qui a déclaré que le langage est le système d'exploitation de notre société. Donc, ce qui implique que quand la machine commence à maîtriser le langage, quels sont selon toi le ou les grands bouleversements économiques qu'on va vivre avec cette nouvelle technologie? Bon, ils vont être, à mon humble avis, je pense que je n'ai même pas 1% de la réponse à cette question. Il y a des rapports qui estiment, Goldman Sachs notamment a fait une étude sur 7% de croissance du PIB mondial qu'on va pouvoir générer avec ces technologies. Ça va changer. J'ai peu de jobs en tête, de un peu col blanc entreprises, qui je pense ne seront pas affectés d'une façon ou d'une autre. Très peu seront complètement remplacés. Je n'ai même presque pas d'exemple, mais le degré d'automatisation de ce job va aller de 0 à 90%. Donc les changements, ça va rebattre des cartes, ça va permettre à des toutes petites entreprises qui utilisent très bien cette technologie d'aller concurrencer les gros. Ça va permettre à des entreprises de se réinventer. Peut-être que Kodak va faire un grand retour, je ne sais pas, avec... non, mais c'est dans le monde de la photo, c'est absolument illimité les applications de ça. Donc il y a vraiment... j'ai en tête cette page de ce BD de Lucky Luke, Ruée vers l'Oklahoma, où tout le monde attend devant la ligne. Là, et on a tous accès à cette technologie, où avant, il y avait une grande disparité juste de moyens, de ce qu'une grande entreprise pouvait faire versus une PME en IA. Il fallait 20 data scientists, des data centers, etc. Là, tout le monde quasiment part de la même ligne. Donc, ça va tout rebouleverser. Et à titre personnel, je pense que c'est le monde de l'éducation qui va le plus être chamboulé. Quelqu'un qui apprend un métier maintenant, je pense que c'est très important d'avoir ces conversations, c'est très important de ne pas interdire ChatGPT à l'école, c'est même, je trouve, assez stupide de le faire. Mais former les enseignants à bien l'utiliser, donc qu'ils puissent former leurs élèves à bien l'utiliser, savoir le reconnaître, savoir lui demander de citer ses sources et toutes ces choses-là. Mais le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se polarise entre les fanboys de ChatGPT et les réfractaires ne veut pas, et qu'on ait un dialogue de sourds. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que la technologie est là, elle va être adoptée et mal, et si on le fait, et si on ne met pas des cadres, si on ne forme pas, si on n'a pas un dialogue intelligent autour de ça, elle risque d'être mal adoptée. Et donc, question voilà, très philosophique. Économiquement, ça va être énorme. Je pense qu'on ne sait encore même pas ce qui va se passer. Pour l'instant, la bagarre se fait entre les très très gros. Mais voilà, je t'ai donné l'exemple d'Adobe. Donc Adobe avait avec Photoshop ce monopole, mais si une autre entreprise avait très rapidement fait le move de l'utiliser, peut-être qu'ils auraient pu prendre des parts de marché Adobe. Et nous, on le voit sur d'autres sujets, mais voilà, dans le monde bancaire, dans le monde de la santé, etc. Ça va tout changer. Maintenant, il y a une application qui s'appelle Glass, qui est pour le médical et qui fait des diagnostics. Alors voilà, le médical, c'est tout un vrai sujet, surtout dans nos pays à nous, mais j'imagine que dans certains pays en développement, ils sont très contents d'avoir un diagnostic qui, en plus de ce qu'on voit, est en général très très pertinent, plutôt que de conduire 10 heures pour potentiellement avoir accès à un médecin. Donc, pareil, les pays en développement, des pays en développement qui vont investir massivement là-dessus peuvent avoir une croissance économique énorme. Des pays très établis qui ne bougent pas peuvent perdre leur... c'est même géopolitiquement tellement compliqué que il faut juste mettre la ceinture et, et se préparer à avoir les petits bouleversements du quotidien, parce que c'est énorme, ça va être énorme. Et je me permets de finir avec, on est qu'au début, beaucoup de gens voient ChatGPT comme un accomplissement, alors que c'est le premier brouillon de ce qui se passe. Les modèles de langage sont en quelques années, on est qu'au tout début, et ChatGPT est littéralement un test de la part d'OpenAI, et maintenant, on est qu'au tout début de la croissance de ces modèles, et c'est pas l'accomplissement de 20 ans d'IA, c'est le début, justement, jusque-là, la communauté de l'IA s'est chauffée, et là, il se trouve qu'on est tombé sur la technologie qui, a priori, va être très puissante, et c'est que le tout début. Et ça, quand je discute avec des gens qui sont pas dans le domaine, ils ont du mal, beaucoup voient ChatGPT comme, voilà, la finalité, on va juger si ça va, oui ou non, aider l'humain, alors que vraiment, on n'est qu'au tout début de cette technologie. Énorme marge de progression. Énorme. Est-ce que tu aurais 2 recommandations à partager sur la chaîne, des livres, un livre qui t'a marqué, une série que tu regardes ou tout autre type de source? Alors, pour les côtés éthiques de ces technologies, Black Mirror, je trouve que c'est un bon... se fait poser les bonnes questions.
Un peu plus pragmatique, la newsletter TLDR. Alors elle est en anglais, mais sur tous ces sujets d'IA, elle fait vraiment très bien. Et un livre intelligent, c'est La guerre des intelligences de Dr Laurent Alexandre, alors en français pour le coup, et voilà, euh, qui explique bien que ça va être une vraie guerre des intelligences et qu'il faut réinventer se positionner la nôtre versus celle qui est artificielle, etc. Parce que ça va pas être juste un joujou. Donc je trouve ces trois sujets nous parlent d'éthique, nous restent informés au jour le jour et nous permet de réfléchir plus globalement comment on va se positionner et comment ça peut évoluer dans le futur. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais nous recommander, qu'on pourrait inviter sur la chaîne? Alors, je pense que mon collègue Melvin Kianmanesh, qui s'occupe de la Prompt University, pourrait être intéressant. C'est vraiment lui qui regarde comment utiliser ChatGPT au quotidien. Et peut-être avec plutôt des démos, des choses comme ça pourrait être vraiment intéressant que les personnes voient comment utiliser ChatGPT de manière professionnelle. Pas juste lui dire fais-moi ci ou fais-moi ça ou des choses comme ça, mais comment on peut l'utiliser pour faire des choses. Nous, on a organisé un événement mardi dernier et on l'a quasiment à moitié organisé avec ChatGPT, que ce soit l'agenda, l'organisation, demander les parkings, etc. C'est toujours très inspirant de voir comment il voit les choses avec ChatGPT, de manière extrême bien sûr, mais ça ouvre les yeux sur l'étendue du possible. Je crois que tu organises aussi tes vacances avec ChatGPT. Oui, exactement. J'ai fait le test avec le Portugal il y a 2 semaines. Et voilà, ça m'a pas organisé toutes les vacances en une fois, mais ouais, ça m'a divisé par deux le temps d'organisation, en le branchant en Expedia, en le branchant en review des hôtels, en suggérant de me faire le planning, suggérant, je lui ai dit, assure-toi qu'il n'y ait pas plus d'une heure de route chaque jour, et organise le planning pour qu'il n'y ait jamais plus d'une heure de route. Ces petites choses qui, encore, sinon, j'aurais dû faire Google Maps, faire toutes les simulations, mettre dans un Excel, etc. Donc, ça n'a pas fait quelque chose que j'aurais pas été capable de le faire. C'est juste, j'ai pu aller boire un café et aller courir plutôt que de faire ça toute la journée. Rémi, merci infiniment. Merci à toi, Delphine. Et tout de bon pour la suite. On croise les doigts.